Donc on va faire des tests, être créatif avec le système de l'historique dans Photoshop. Donc l'historique qui permet d'aller en arrière et en avant dans la construction d'une image. Et pour ça, je vous propose de travailler sur l'image que vous allez faire apparaître en tapant ceci dans la barre d'URL de votre navigateur. Donc vous tapez bit.ly/vintagecar-historique ps01, exactement comme ça, dans la barre du navigateur, et vous devriez tomber sur l'image qu'on va utiliser. Alors voilà, première chose qu'on va faire, et ce ne sera pas valable seulement pour cette image-ci, ce qu'on va faire ici, ce restera valable tant qu'on ne remet pas à zéro Photoshop. Et pour la suite de la formation, il n'y a pas de raison qu'à un certain moment on remette à zéro Photoshop, tant que tout va bien. Donc la modification qu'on va faire ici restera dans Photoshop jusqu'à la prochaine éventuelle remise à zéro de Photoshop. Donc vous allez sur PC dans menu édition préférences, sur Mac dans menu Photoshop préférences. Et vous avez une rubrique qui s'appelle Performance. Alors qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Plusieurs choses. Au niveau de l'utilisation de la mémoire, bon, ici, il y a visiblement 14 Go disponibles sur cet ordinateur et Photoshop utilise 70%, soit à peu près 10 Go. Bon, ça veut dire que quand Photoshop fonctionne, il n'y a pas beaucoup de possibilités d'utiliser autre chose comme logiciel gourmand. C'est un logiciel gourmand. Donc voilà, c'est là que vous réglez éventuellement si vous voulez allouer plus de mémoire ou moins de mémoire à Photoshop. Voilà. Sachant que si on met moins de mémoire à Photoshop, pour compenser parfois le manque de mémoire, il va devoir utiliser le disque dur pour simuler de la mémoire, ce qu'on appelle la mémoire virtuelle. Et ça se fait dans disque de travail. Disque de travail, on devrait logiquement avoir un disque dur spécialement pour Photoshop, un petit disque dur de 250 Go par exemple, qu'on va laisser vide et qu'on cochera, il apparaîtra là dans la liste, mais j'en ai pas un ici, moi, je n'ai qu'un seul disque dur dans l'ordinateur pour l'instant, mais pour bien faire, surtout si on travaille des images lourdes, il faut indiquer à Photoshop là où il va créer la mémoire virtuelle. Donc en connectant un disque dur rapide de préférence, on pourra aller décocher le disque dur qui contient le système d'exploitation et cocher uniquement le disque dur qui apparaîtra là en dessous, qui sera le disque dur de mémoire virtuelle de Photoshop. C'est beaucoup mieux que la situation que j'ai chez moi actuellement, où le système d'exploitation a sa propre mémoire virtuelle qui entre quelque part en conflit avec la mémoire virtuelle de Photoshop. Ce n'est pas au niveau performance la situation idéale que j'ai ici. On est toujours à court de mémoire avec Photoshop de toute façon, même si on a pas mal de mémoire. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, si vous avez une carte graphique compatible Adobe dans l'ordinateur, vous allez pouvoir dire que Photoshop utilise partiellement, le plus possible en tout cas, la carte graphique pour faire des calculs. Donc comme ça, le processeur central de l'ordinateur sera moins réquisitionné, il y aura moins de demandes, ça va accélérer les choses.
On a ici le niveau de cache. Donc pour accélérer le logiciel, c'est le même principe que dans les autres logiciels. Le principe du cache, c'est qu'on met en mémoire des choses qui sont susceptibles d'être réutilisées. Et donc voilà, si un jour votre Photoshop bloqué, parce qu'il n'y a pas assez de mémoire du tout, vous avez fait tout ce qu'il faut au niveau de l'allocation de la mémoire ici, au niveau de l'ajout d'un disque dur ici, vous avez fait tout ce qu'il faut. Diminuer le niveau de cache à 1 pourrait vous permettre de faire des calculs complexes, mais ce sera malgré tout très lent. Parce que quand il n'y a pas de cache, ça ralentit. Normalement, vous ne serez pas amené à faire ça. Mais enfin, voilà, ça vous explique ce qu'est le niveau de cache. Alors, ce qui nous intéresse le plus ici, pour l'instant, dans cette partie préférence performance, c'est le nombre d'états d'historique. Ah tiens, il est passé à 50, en effet, j'avais oublié. Dans les anciennes versions, c'était les 20 dernières actions qui étaient sauvegardées dans la palette historique, et maintenant, c'est les 50 dernières. Il est techniquement possible de demander donc que Photoshop retienne les 1000 dernières actions réalisées sur une image. Bien sûr, ça ne s'inscrit pas dans le fichier. Une fois que le fichier est fermé, si on le réouvre, tout le contenu de la palette historique disparaît et il n'est plus là. C'est uniquement pendant qu'on travaille l'image. Un état d'historique, c'est une ligne dans la palette historique. Vous avez vu tout à l'heure, quand on a fait des coups de pinceau, il y avait chaque fois une ligne qui apparaissait dans la palette historique. C'est ce qu'on appelle un état d'historique. Ok, alors ici, je vais juste, à la place de 50, passer à une centaine, mais 50, c'était déjà largement suffisant pour ce qu'on va faire maintenant, je pense. En tout cas, voilà, c'est là qu'on peut modifier le nombre d'états qui peut être stocké dans la palette historique, le nombre d'actions dont Photoshop se souviendra. Une fois qu'on sera arrivé au 100, à la 100e action, les premières disparaîtront de la palette historique pour laisser place aux suivantes. Et donc, si on veut revenir en arrière, ça peut être ennuyeux. On ne pourra plus revenir très en arrière. Bien. La palette historique, je vais aller la rechercher. Menu fenêtre historique. Alors, dans le menu de la palette historique, on va aller jusqu'à la ligne Options d'historique. Là, vous avez la case qui est déjà cochée ici, créer le premier instantané automatiquement. Ça veut dire que quand on ouvre l'image, il y a quelque chose qui se stocke, ce qu'on appelle un instantané, qui est automatiquement créé. C'est parce que ceci est coché d'origine dans Photoshop, ça le fait. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de cocher absolument ceci. Accepter un historique non linéaire. Si on veut être créatif avec l'historique, il faut le faire. Ça veut dire que si à un certain moment, j'applique un filtre, une modification couleur sur l'image, et que je reviens en arrière dans l'historique, et que je fais finalement autre chose, eh bien la modification reste dans l'historique, comme un embranchement. C'est un historique non linéaire. On parle de le temps, là, le déroulement de la création d'image. Elle sera non linéaire. C'est très intéressant que quand on fait une opération sur l'image, mais que finalement on ne l'utilise pas, elle reste malgré tout dans l'historique. Vous allez voir que ça permet d'être créatif. Donc vous cochez « Accepter un historique non linéaire ». Donc ce sont les deux choses auxquelles il faut faire attention quand on veut être créatif avec l'historique. Le nombre d'états d'historique que ça peut retenir et l'historique non linéaire qui est accepté.
Bien. Alors ici, je vais sur mon écran, je vais juste faire Shift Tab pour me débarrasser de toutes les palettes de droite et aller rechercher la palette historique. Comme ça, je n'ai que la palette historique qui est visible sur l'écran. Vous vous souvenez, Shift Tab qui fait disparaître les palettes de droite. Vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est pour que ce soit plus propre ici sur mon écran. J'ai fait disparaître toutes les palettes de droite, puis j'ai été rechercher la palette historique. Alors voilà, une des premières choses que je vais faire, c'est éventuellement modifier l'ambiance couleur de toute cette image, mais vraiment y aller assez fort dans la modification d'ambiance. C'est pour ça que je vais utiliser un réglage qui va modifier directement les pixels, donc il ne s'agit pas d'un calque qui va se mettre au-dessus. La technique d'historique qu'on voit ici, justement, son intérêt, c'est qu'on ne s'ennuie pas avec des calques, on travaille sans calque. Les calques, c'est très intéressant, évidemment. Ça permet de revenir par la suite et modifier les choses. Mais pour certains travaux, la technique qu'on va voir ici peut être amusante et très créative. Alors, ce que je vous propose d'aller chercher, c'est dans le menu Images, Réglages. Vous allez chercher Teinte, Saturation. Donc le raccourci sur PC, c'est CTRL-U. Le raccourci sur Mac, Command-U. U, en anglais, ça se prononce You. Et You, en anglais, ça veut dire teinte. Donc c'est le petit truc pour se souvenir éventuellement. Donc attention, on ne va surtout pas dans Calque, Réglages, chercher Teinte, Saturation. On ne va pas non plus dans le bas de la palette des calques. Pour ceux qui auraient la palette des calques affichée, chercher le réglage Teinte, Saturation. Non, ça ce sont des calques. Et on ne travaille pas avec les calques ici. Donc ce qu'il faut faire pour l'exercice ici, premier jour d'introduction à Photoshop, c'est d'aller chercher Images, Réglages, Teinte, Saturation. Et voilà une boîte qui arrive avec la case aperçue qui est cochée. Vous avez deux superbes arcs-en-ciel en bas. Toutes les couleurs possibles dans cette image sont au-dessus. Ce qu'elles deviennent après réglage, c'est montré en dessous. Ce réglage est hyper puissant. Il permet de modifier de plein de manières différentes les couleurs dans une image. On va cocher la case coloriser. C'est une des manières d'utiliser teinte saturation. C'est pour modifier complètement la couleur d'une image. Alors, vous avez un curseur luminosité. Il faut le laisser à 0. Ce n'est pas une bonne méthode. Le curseur luminosité dans teinte saturation n'est pas une bonne méthode pour modifier correctement la luminosité. Là, il y a d'autres réglages qui permettent de mieux le faire. On va juste jouer avec le curseur saturation et le curseur teinte. Et vous pouvez modifier, voilà, la saturation et la teinte et obtenir ce qui vous convient. Vous cliquez sur OK. Et dans la palette historique, il y a une nouvelle action qui est enregistrée, le fait d'avoir appliqué teinte saturation. Vous savez que vous pouvez revenir en arrière en cliquant sur le mot ouvrir. Voilà, recliquer sur teinte saturation. Tout ça est possible. Bon, là j'ai colorisé l'image. Elle est quelque part monochrome, oui. Elle est monochrome. C'est sympa. C'est une des centaines de choses qu'il est possible de faire. Bien. Alors, on va revenir en arrière en cliquant sur le mot ouvrir. Et on va faire autre chose ici. Deux choses. On va dans un premier temps
demander à Photoshop de trouver les contours dans cette image. Et pour ça, on va aller dans le menu Filtre, Esthétique, Tracer des contours. Voilà. Donc Photoshop a trouvé les contours dans l'image. Ça fonctionne relativement bien. En fait, ce que je vous montre là, ce n'est pas une recette à appliquer. On étudie juste comment fonctionne l'historique. Mais bien sûr, je suis en train de faire un peu n'importe quoi. Je fais des tests, j'improvise. Bien, vous avez vu que teinte saturation est restée. Ça, c'est parce qu'on a coché « Accepter un historique non linéaire ». Donc, teinte saturation, quand on avait colorisé complètement l'image, il est toujours là. On a tracé des contours, on a ouvrir. Voilà, on a 3 choses avec lesquelles jouer là. Souvenez-vous que si vous fermez l'image et que vous réouvrez, tout ça va disparaître. Le contenu de la palette historique ne reste pas. Il reste juste le temps de travailler l'image. C'est le problème avec la palette historique. Bien, je suis sur tracer des contours. Ça m'a donc trouvé les contours dans cette image. Il y a de la couleur, Alors comment est-ce qu'il a fait pour trouver les contours? Je vous montrerai bientôt. Ça n'a rien à voir avec de l'intelligence artificielle, c'est une technique qui existait bien avant l'ordinateur, qui était utilisé en studio photo et principalement les studios qui préparaient les images pour les magazines. C'est une manière de souligner le détail en fait. C'est ce qu'on appelle le masque flou, le unsharp mask. Bien, vous êtes avec la version sous forme de dessin de cette image. On va lui enlever ses couleurs. Alors on a soit le choix d'aller dans Image, Réglages, Désaturation, soit de faire Image, Réglages, Teinte, Saturation et jouer sur le curseur Saturation ici. Le mettre à 0, à moins 100 je veux dire, tout simplement. Les deux fonctionnent. Image, réglage, désaturation, c'est juste un raccourci pour faire ce qu'on vient de faire dans le réglage teinte, saturation. Mettre le curseur saturation à moins 100. Il n'y a plus aucune couleur. Voilà, comme on le voit. Après tracer des contours qui m'avaient donné une version avec des couleurs, j'ai un nouveau teinte saturation, une version sans couleur. Bien. Dernière opération que je vais faire ici, puis on va utiliser tout ça. Je vais revenir à l'image telle qu'elle était au moment de son ouverture. Et je vais recoloriser, mais cette fois-ci pas la même couleur bleue que j'avais choisie tout à l'heure. Je vais prendre une couleur peut-être orangée, brun. Alors il faut faire attention, si vous modifiez à un certain moment le nombre de pixels de l'image d'une manière ou d'une autre, soit en allant dans Image, taille de l'image, soit en recadrant, l'historique ne fonctionnera plus. Donc il faut absolument ne pas modifier le nombre de pixels de l'image pendant le processus créatif ici. Si vous voulez ne voir qu'une partie de l'image par la suite, vous recadrerez une fois que ce sera fait. Bien, donc je suis revenu en cliquant sur Ouvrir à l'image telle qu'elle était au moment de l'ouverture. Je vais retourner dans Image, Réglages, Teinte, Saturation.
Et je vais cocher coloriser et choisir une autre couleur. Oui, j'avais dit que je choisirais un peu de l'orangé. Orangé brun, voilà. On va voir ce que ça donne. Ok, voilà. Donc vous voyez, les choses se mélangent un peu au niveau de l'historique. C'est pas un historique linéaire. On a l'ouverture, on a l'image transformée en bleu ensuite. Puis on était revenu en arrière, on a l'image transformée en tracé. On n'était pas revenu en arrière, après avoir fait ça, on a enlevé la couleur des tracés. On est revenu en arrière sur ouvrir, on a retransformé en teinte de saturation. Donc tout est un peu mélangé ici, au niveau de la logique, le déroulement du travail sur l'image. Voilà. Alors, ce que je vois souvent, c'est des personnes qui prennent les choses qui sont ici, les états historiques, et qui les jettent à la corbeille. Ça ne sert absolument à rien. Il ne faut pas faire ça. Donc, on va commencer à être un peu créatif ici. Donc, on va peut-être revenir sur ouvrir. Et on va dire qu'on va insérer de la couleur tout autour de la voiture. Et on va indiquer qu'on va les puiser dans le moment où la voiture était comme ça. Elle était bleue. Donc je suis revenu sur ouvrir et je vais puiser dans le moment où la voiture était comme ça. Et vous voyez l'icône du pinceau avec une flèche, ce qui vous fait comprendre que pour aller injecter l'image telle qu'elle était quand elle était bleue, enfin dans mon cas c'était bleu, peut-être pas chez vous, mais en tout cas la deuxième étape là, il faut utiliser le pinceau ici, ce qu'on appelle le pinceau de forme d'historique. Avec CTRL-ALT, clic gauche sur le Mac, clic droit sur le PC, vous pouvez agrandir la forme parce que on va y aller franco avec une grande forme. Ça aussi, c'est quelque chose d'important à comprendre. On va zoomer en arrière, Alt roulette. Voilà, avec la grande forme qui est là, je tourne autour de la voiture, en une fois, deux fois, bon, peu importe. Et voilà, je transforme tout le décor en bleu. Si je déborde sur la voiture, évidemment, elle devient bleue aussi. À chaque fois que je fais un trait, ça s'inscrit dans la palette historique sous le nom pinceau d'historique. Voilà, si je suis allé trop loin, deux solutions, soit je reviens en arrière comme ceci, soit je dis que je réinjecte l'image telle qu'elle était avant. Voilà. Donc c'est la source, on définit la source. Si je trouve ça chouette, surtout, il ne faut pas se dire qu'on va enregistrer plus tard. Il faut l'enregistrer maintenant. Fichier enregistré sous, au format Photoshop. Voilà. Et je vais ici même indiquer le numéro de la version à la fin. Version 01. Voilà, je l'enregistre à côté de l'image JPEG originelle qui est là, mais je l'enregistre au format Photoshop parce que ça compresse pas, ça va pas détruire les pixels. Voilà. Et l'historique reste rempli puisque j'ai pas fermé l'image, je viens juste de l'enregistrer. Ça, c'est pas un problème de l'enregistrer. Ok. Alors, d'autres possibilités.
Je sais que j'ai ici, juste après tracer les contours, j'ai les contours complètement en gris. Je sais que là, c'est la version orangée. Voilà, je vais dire, tiens, tiens. Et c'est là que ça peut être un peu compliqué. C'est pas si compliqué que ça. Une fois que j'ai repéré ce que je veux injecter, ça par exemple. C'est ça que je veux injecter dans l'image que j'avais obtenue. Je reviens au dernier état d'historique. L'image que j'avais obtenue. Je vais cliquer la petite case en face de ce que j'avais repéré qui m'intéressait et j'injecte. Voilà. Si c'est pas bon, je peux annuler. Voilà. Ce qui revient au même que de revenir en arrière ici, faire un CTRL Z sur le PC, commande Z sur le Mac. Voilà, je vais réessayer d'injecter en bas. Ok, c'est pas terrible. Je reviens en arrière. Tiens, tiens. Voilà, on va faire comme ça. Je reviens en arrière, jusque là. Bon, quand j'injecte le tracé des contours sur les arbres, c'est pas terrible. Et si j'essayais ceci, pour le pinceau d'historique, je vais injecter, mais à moitié. L'opacité ici, je vais la mettre à peu près à 50%. Comme ça, les arbres vont rester bleus, mais ils vont se mélanger à la version grise, tracer des contours. Voilà. C'est pas mal. Sauf les arbres là, je trouve qu'il n'aurait pas fallu que je le fasse. Qu'est-ce que je peux faire? Juste avant ce dernier trait, ils étaient bons ces arbres. Donc je vais les réinjecter. Voilà. Tiens, à un certain moment, j'avais une version orangée, elle est là. Je vais l'injecter pour voir ce que ça donne. Je reviens à la dernière étape. Et tiens, je me dis, ce serait quand même bien d'enregistrer ça. Parce que c'est pas mal, et je risque de faire pire par la suite. Donc j'enregistre, version 2. Ça, je suis certain que ça va rester. Ces enregistrements, il n'y a pas de problème. Voilà. Ok. Alors c'était là. C'était bien celle-là. Oui, c'est celle-là. Ok, donc je mets la case en face, mais je reviens à l'image telle qu'elle était à la fin, et j'injecte à 50%, pourquoi pas, j'essaye. J'injecte sur le sol. Voilà. Voilà, voilà. Et voilà, donc c'est de la retouche créative. C'est de la retouche créative. Il y a une partie d'improvisation, il y a une partie de surprise. Voilà, on teste beaucoup et on garde ce qui est bon. On enregistre quand c'est bon. Je vais voir ce que ça donne si j'injecte le tracé des contours quand c'était comme ça. Je reviens à la fin et c'est bien ça que je vais injecter. À 100% d'opacité éventuellement. Sur la voiture. Voilà ce que ça donne. C'est pas terrible. Je reviens en arrière. Je vais l'injecter en mode à la place de normal. Je vais peut-être tester mode produit. Comme ça, ça va se mélanger aux pixels plutôt que de se superposer. Voilà. Amusant. Ah ben voilà, sur les arbres, on a un effet bande dessinée. Ok, ok. Enfin, vous avez compris le principe, on va le retester avec une autre image et on va améliorer le processus. Certains parmi vous ont certainement compris comment on va améliorer le processus. Donc si vous avez loupé ici, c'est pas grave parce qu'on va refaire ça sur une autre image que je vais vous indiquer très bientôt. Voilà, vous avez donc téléchargé l'image en tapant l'adresse
simplifié que je vous ai fourni là. Donc c'est apparu dans le navigateur, un clic droit, enregistrer l'image sous, et voilà, on va l'ouvrir maintenant dans Photoshop. Donc l'image précédente pourrait rester ouverte, c'est pas un problème, chaque image a son historique. Simplement c'est un peu lourd de laisser une image ouverte, mais c'est pas très grave. Elles sont pas très lourdes de toute façon, ça va. Ok, là voilà. Donc, première chose, quand je vois cette image, même si ne s'agissait pas de faire de la créativité avec cette image et de faire du traitement un peu artistique dessus, s'il s'agissait d'améliorer la photo, il y a des choses qui me sautent tout de suite aux yeux. Donc, ce qui me saute tout de suite aux yeux, c'est cette enseigne rouge derrière qui... c'est une des premières choses qu'il faudrait supprimer et la remplacer grâce à la technique, notamment du tampon de duplication de pixels, qui est une chose qu'on verra, prendre des pixels quelque part, à différents endroits éventuellement, pour recréer de la matière, dans ce cas-ci la matière du bois sans doute et des affiches peut-être. En tout cas, cette enseigne, visuellement, entre en collision avec notre sujet principal et c'est très malvenu. On est d'accord, hein? Il s'agit bien d'une enseigne qui est là à l'arrière, ouais, qui est derrière une espèce de tracteur rouge qui se trouve là derrière d'ailleurs. Je ne fais pas une erreur d'interprétation en disant ça. Voilà, parce que ça empêche la bonne lisibilité de l'image. Quoi qu'il en soit, bon, peu importe ici pour l'exercice, nous allons traiter rapidement cette image. Et avant de la traiter, je vais la recadrer. Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'espace autour de la voiture. Vous allez dire, mais tiens, c'est bizarre, recadrer, c'est pour enlever la matière. Ben non, parce que l'outil de recadrage dans Photoshop peut ajouter de la matière. Il sert aux deux. Donc, d'abord, en tant que couleur d'arrière-plan, nous avons du blanc. Normalement, c'est du blanc qui sera ajouté. Et donc, ceci, modifier le nombre de pixels qui composent l'image, il faut absolument le faire avant le processus d'historique. Donc, l'outil de recadrage, vous devriez voir des poignées, on va zoomer en arrière. Et on va prendre une poignée en se mettant dessus comme ça, la double flèche apparaît, et on va la bouger. Ne lâchez pas le bouton de la souris. Voilà, vous ne lâchez pas le bouton de la souris. Vous allez enfoncer la touche Alt, comme ça. Ça s'agrandit dans tous les sens. Voilà, et vous agrandissez pour avoir un peu plus d'espace autour de la voiture. Ce sera peut-être mieux. On va voir. Oui, ce sera mieux, certainement. Donc, il faut valider le recadrage avec le petit outil V ici au-dessus. Avant que je fasse ça, je vous explique, mais vous le savez déjà, ce que sont ces lignes les lignes des tiers qui permettent, quand on recadre, de positionner le sujet sur un des points de force. Mais bon, c'est pas extrêmement nécessaire, ça peut se faire à l'œil aussi. En principe, quand on met un sujet dans une image, il doit être sur un des croisements de ces lignes de tiers. C'est une des règles les plus basiques en photographie. Ce ne sera pas le cas ici, c'est pas très grave. Mais ça explique ce que sont ces lignes qui traversent là. Pour ceux qui sont habitués en photographie, ils le savent, cette règle de composition. Alors j'appuie sur le petit V. Voilà. Donc, il y a un recadrage qui a eu lieu. Bien. Donc, en principe, si je veux à un certain moment donc récupérer l'image telle qu'elle était, telle qu'elle est là maintenant, il faudra que j'aille sur recadrage. Nous allons
enregistrer l'image en indiquant qu'elle a été recadrée ou qu'il y a plus d'espace. Voilà, peu importe. Vous faites fichier enregistrer sous et vous allez enregistrer l'image et on va ajouter à la fin ici recadrer, voilà. Ah oui, au format Photoshop bien sûr. Voilà. Je la ferme et je vais la réouvrir. Ça c'est l'ancienne image qui est derrière, ça ne m'intéresse pas. Je vais la réouvrir. Alors vous avez fichier, ouvrir les fichiers récents, ça c'est vraiment utile. Les derniers fichiers utilisés sont listés là. Fichier, ouvrir les fichiers récents. Il suffit d'aller rechercher l'image qu'on vient d'enregistrer. Voilà, et vous avez un historique tout propre avec forcément l'état d'historique recadrage ne s'y trouve plus. Vous voyez la logique, hein? L'image a été enregistrée, fermée, on la réouvre, c'est une image qui s'ouvre, voilà. La palette historique ne sait pas qu'il y a eu recadrage, bien sûr. Ok. Alors avec cette image, plus tard, je vais vous montrer aussi que, contrairement à ce qu'on pense, multiplier les pixels dans une image améliore la qualité. Ça aussi, c'est une chose qu'on vous dit parfois. Il ne faut jamais multiplier les pixels dans une image. Ça réduit la qualité. C'est tout l'inverse, en fait. Mais ça, ce sera pour plus tard. Alors voilà, vous avez le premier instantané qui s'est créé là au moment de l'ouverture. On va faire des petits tests ici. On va, par exemple, demander un tracé des contours. Alors, menu filtre, vous avez le dernier filtre utilisé qui est là au-dessus. Tracer des contours. Toujours le dernier filtre utilisé. Mais on peut aussi aller le chercher dans là où il est réellement, filtre esthétique, tracer des contours. Voilà. Ah tiens, j'avais dit que je vous dirais comment Photoshop fait pour trouver les contours, parce que c'est vrai que c'est assez surprenant de pouvoir transformer comme ça une photo en une espèce de dessin. Et la dernière version de Photoshop, au niveau transformation de photo en dessin, c'est blindé. Il y a énormément de choses nouvelles qui sont arrivées. Beaucoup mieux que ça. Mais bon. Je vous explique rapidement. Ça, vous ne faites pas ce que je suis en train de faire ici. Alors, ceci que je suis en train de faire, vous ne le faites pas. Je suis juste en train de vous montrer comment fonctionne le détecteur de contours de Photoshop, en fait. Donc, je suis en train de vous faire une petite démo là, rapidement. Voilà. Voilà. Imaginons, vous avez vraiment une image hyper simple, un cercle, comme ça. Comment Photoshop peut faire pour trouver les contours de ce cercle et les tracer? Eh bien, en fait, il va, sans que vous le voyez, quand vous demandez la fonction tracer des contours, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le cercle, il en fait une copie, voilà. Donc je suis en train de vous montrer ce que Photoshop fait quand on demande tracer des contours. Et tout ça, vous ne le voyez pas en fait, hein. Je vous explique le processus qui est derrière ça. Il n'y a aucune intelligence artificielle là-dedans dans la détection des contours. Il fait une copie de l'image sur laquelle il doit trouver les contours. Il la rend floue. Attendez, je vais faire comme ça, ce sera peut-être mieux. Voilà. Il fait une copie, donc voilà. Cette copie, il la rend floue. Voilà. Il la rend floue.
voyez qu'on a donc la version nette de l'image qui est en dessous et la version floue qui est au-dessus. Et Photoshop va comparer en quelque sorte les deux versions de l'image, la version nette et la version floue. Et qu'est-ce qui change dans cette image? Le fond blanc qui est derrière, le fond blanc uni, dans la version floue et dans la version nette, il est le même. La couleur rose ici du disque, dans la version floue et dans la version nette, c'est le même rose. Par contre, là où ça change, c'est là où il y a des transitions entre deux couleurs. Là où il y a des transitions entre deux couleurs, vous avez certains pixels qui étaient blancs qui deviennent un peu roses, et certains pixels qui étaient roses qui deviennent un peu blancs. C'est le flou, c'est le principe du flou. C'est un espèce de mélange, quoi. Voilà. Et en faisant la comparaison entre les deux, il va arriver à détecter les contours. Voilà, comme ça. Je viens de faire passer en négatif la version floue. Quand elle est superposée à la version nette, la seule chose qui est différente entre les deux, c'est le contour qui apparaît. Voilà, vous voyez, c'est comme ça que les contours sont tracés. Sans que vous le voyez, Photoshop fait une copie de l'image, la rend floue, la fait passer au négatif et s'en sert pour tracer les contours. C'est quelque chose qui a été utilisé bien avant les ordinateurs, dans les magazines, quand on voulait faire ressortir le détail dans une photographie. On prenait le négatif, on en faisait un négatif flou, on superposait les deux, on avait tout ce qu'il fallait pour faire ressortir les détails dans les photos. Donc c'est pour ça que ça s'appelle l'accentuation par masque flou. On y reviendra. Si vous n'avez pas bien compris ce que je viens de montrer là, c'est pas grave, ce n'est pas extrêmement important, on y reviendra parce que c'est utilisé quand on fait certaines méthodes pour faire ressortir le détail, cette détection des contours. Ok, vous voyez ce que je viens de faire là, pour passer d'une image à l'autre, le bas du menu fenêtre liste toutes les images qui sont ouvertes. Vous avez aussi contrôle tabulation sur Mac ou sur PC, CTRL Tab qui permet de passer d'une image à l'autre. Au passage, je vous dis, voilà, quand vous avez plusieurs images ouvertes dans Photoshop, CTRL Tab permet de passer d'une image à l'autre. On en était donc à cette image-ci. Vous étiez resté à ce stade-ci, où vous veniez d'appliquer, tracer des contours, et donc, ça vous fait une image sympa. On va enlever les couleurs. Donc, image, réglage, désaturation. Image, réglage, désaturation. Voilà, les couleurs sont parties. Bien. Alors, j'ai obtenu ce que je voulais obtenir. Un tracé des contours sans couleur. Et bien sûr, si on veut refaire ce qu'on a fait, le même principe qu'on a fait sur l'autre image précédente, mais en mieux, on va cette fois-ci utiliser les instantanés. C'est-à-dire qu'en plus de l'instantané qui s'est créé quand on a ouvert l'image, on va en avoir autant qu'on veut, qui vont se mettre là au-dessus, et on va pouvoir même leur donner le nom qu'on veut. Ce sera beaucoup plus simple que ce qu'on a fait juste avant, où, vous vous souvenez, c'était pas évident de savoir à quoi correspondait tel ou tel état d'historique. Donc voilà, quand vous avez obtenu votre image grise là, tracée les contours, vous allez dans le menu de la palette historique et vous demandez Nouvelle instantanée. Voilà. Et le nouvel instantané, je vais l'appeler. Vous mettez le nom que vous voulez. Tracer des contours gris. OK. Voilà. Voilà. Et quand on va faire notre mélange des différentes versions de l'image avec la forme d'historique, on n'ira plus mettre ici sur les cases là, mais on va utiliser les cases en face des instantanés. Ok, imaginons, je vais quand même tester un peu. Je vais coloriser cette image grise. Donc je suis toujours bien à la dernière étape, là où on avait désaturé.
image, réglage, teinte, saturation, image, réglage, teinte, saturation. On coche la case coloriser. Voilà. Et on colorise comme on veut. Ok. Là aussi, je peux l'enregistrer en tant qu'instantané. Donc, menu de la palette historique, nouvelle instantanée. Voilà. Ok. Et à partir de là, vous avez tout ce qu'il faut pour être créatif. J'ai été trop vite ou ça va? Voilà, à partir de là, on teste. Ok. Je reviens sur l'image telle qu'elle était à l'ouverture. Bien. Je vais éventuellement injecter. Donc je dis que je vais injecter, tracer des contours gris. Je dois utiliser le bon outil. Voilà. Ah, attention, c'est pas bon. Je reviens en arrière. Le pinceau n'est pas réglé comme il devrait. Oui, je reviens en arrière là. Voilà, je reviens là à l'image telle qu'elle était à l'ouverture, l'instantané qui s'est créé à l'ouverture. Voilà, et je vais injecter la version grise, mais pour la forme d'historique, il faut faire attention. Je l'avais mise en mode produit tout à l'heure. C'est en mode normal que je la veux maintenant. Normal, opacité 100%, oui. Voilà. C'est mieux. Ok. Ok, donc le message impossible d'utiliser la zone parce que la taille ne correspond pas. À mon avis, tu as loupé l'étape où nous avons, après recadrage de l'image, après avoir agrandi la zone en fait avec l'outil recadrage, nous avons enregistré l'image sur le disque dur, nous l'avons fermée et nous l'avons réouverte. Voilà, et donc c'est ça en fait. C'est de là d'où vient le problème certainement. Bien, donc on intègre le dessin. Si vous jugez que vous avez trop intégré du dessin, vous indiquez, tiens, je vais réinjecter l'image telle qu'elle était à l'ouverture. Là aussi, vous pouvez modifier la forme de la brosse. CTRL, ALT, clic gauche sur le Mac, clic droit sur le PC. Voilà, on réinjecte où il faut. Voilà, la voiture d'origine. Ok. On a trop réinjecté, on va rechercher du dessin. Voilà, vous voyagez comme ça, d'une étape à l'autre. On peut revenir en arrière aussi, bien sûr. Et alors, on peut tester l'injection de la version couleur, pourquoi pas, à certains endroits, peut-être pas partout. Voilà. Voilà, bon. Je vais réinjecter un peu du dessin quand même. Peut-être en opacité moindre, cette fois-ci. Enfin, c'est de la créativité, chacun, en fonction de ce qu'il cherche à faire, va faire une chose ou l'autre. Voilà. Bien. Donc, j'ai obtenu un résultat que je vais stocker dans un instantané, pourquoi pas. Tout à l'heure, on avait enregistré sur les disques durs, mais pour l'instant, on peut stocker dans l'instantané, sachant que si on ferme l'image, ça va disparaître. Hein.
je vais dire que c'est l'image traitée, mais les bords de l'image sont restés droits. Ok, là voilà. Vous voyez, les bords de l'image, là, sont restés droits. Et pourquoi est-ce que j'ai inscrit ça? C'est parce que je me dis que là, je vais faire un petit test avec le pinceau normal et dessiner en blanc. Alors là, vous avez du noir et du blanc. La couleur avec laquelle on dessine, c'est celle du premier plan. Avec la petite flèche ici, j'inverse, je dessine avec du blanc. Voilà, et je vais enlever. Ah oui, je suis en opacité 17%. Je vais remonter à 100%. Normal 100%, voilà. Je vais aller gommer les bords de l'image pour obtenir un effet plus sympa où voilà, tout le format est utilisé. C'est comme si on avait fait un espèce de dessin sur la feuille, quoi. Ok. Alors, je dis pas que le résultat est extraordinaire, mais c'est un exemple d'utilisation de l'historique. Donc ça, je peux le stocker en tant qu'instantané. Menu de la palette historique, nouvelle instantanée. Donc j'avais appelé comment? Image traitée. Ok. C'est l'image traitée, mais cette fois-ci. Voilà. Bien. L'image me paraît un peu trop claire. On va l'assombrir. Mais d'abord, je vous demande, est-ce que ça marche pour vous? Est-ce que vous voyez le principe, l'avantage d'utiliser des instantanés? C'est quand même visuel, on voit quand même à peu près, et on a les noms qui sont là. Donc c'est comme ce qu'on a fait tout à l'heure sur l'autre image, sauf qu'on avait utilisé les états d'historique, mais là c'est encore mieux. On stocke, quand on veut, l'image telle qu'elle est à un certain moment, et on peut la réutiliser avec l'outil forme d'historique pour réinjecter. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous les filtres qui sont là, tous les effets qui sont dans Image Réglage, vous pouvez les tester et être créatif avec. Moi, je me suis limité à 2-3 effets pour la démonstration, mais bien sûr, il n'y a pas de limite. Alors, étant donné que je trouve que l'image est un peu trop claire, je vais l'assombrir ici, en allant dans Image, Réglage, Niveau. Si elle était trop foncée, ce serait le même principe, Image, Réglage, Niveau. Et vous avez ici un petit triangle gris à bouger vers la gauche ou la droite pour modifier l'intensité lumineuse générale de l'image. Voilà. Ok, donc j'ai bougé un peu cet indicateur gris dans un sens et ça m'assombrit l'image avec la case aperçue dans le réglage niveau. On voit l'avant et après. Voilà. On y reviendra bien sûr à ce réglage niveau. Ok. Il me reste à enregistrer l'image. Voilà. En principe, faut pas faire des noms trop longs. Ça vous pose des problèmes après pour retrouver l'image. Mais bon. Ok, ça peut donner des choses sympas. Ce qui est intéressant, c'est que c'est rapide.